déjà assez nombreux à être connectés. Je passe sans perdre une minute la parole à Charles Personnaz, le directeur de l'Institut national du patrimoine et co-organisateur de cette soirée. Cher Charles, à vous la parole. Merci beaucoup Juliette. Merci de nous faire confiance cette fois encore pour organiser avec vous cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes effectivement très heureux de poursuivre ce cycle de conférences et de soirées débats. Vous le savez, ce sont toujours des moments extrêmement riches qui permettent de poser des questions, les questions du moment, mais de les replacer dans un contexte souvent de réflexion très approfondie. Et je suis particulièrement heureux que nous puissions aborder ce thème de la recherche et des musées ce soir, parce que on le sait bien, hein, les musées, dès leur origine, sont des lieux de recherche artistique pour certains d'entre eux, et puis de recherche scientifique, sciences humaines et sciences expérimentales tout à la fois. Simplement pour dire que nous essayons à l'Institut national du patrimoine d'honorer cette fonction de recherche des musées en rappelant tout simplement aux élèves conservateurs que dans leur statut de conservateur, l'étude est au cœur de leur mission et qu'ils devront avoir à cœur de poursuivre cette recherche sur les collections tout au long de leur carrière, d'y consacrer le temps, et que c'est le socle de leur expertise que cette recherche qui se poursuit, et de l'intégration de cette recherche à tous les moments de leur action en tant que conservateurs. C'est une recherche aussi que nous veillons à intégrer dans la formation des restaurateurs du patrimoine, et vous savez à combien ce métier a pu évoluer dans les décennies qui nous précèdent, en intégrant précisément les données des sciences du patrimoine, des sciences expérimentales, et en les mariant à la pratique manuelle et aux connaissances en histoire de l'art. Donc, c'est évidemment au cœur de notre mission à l'Institut national du patrimoine que de mettre cette recherche en exergue. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette soirée. J'ajouterai juste un mot à titre personnel. J'ai connu une expérience un peu traumatisante de ce rapport entre la recherche et le musée quand j'étais directeur de l'association de préfiguration de la Maison de l'Histoire de France, et où finalement je me suis aperçu que dans ce domaine, et Ariane Jam-Sarrazin pourra sans doute en parler à propos du musée de l'Armée, dans ce domaine de l'histoire, il y avait encore beaucoup à faire pour réconcilier recherche historique et musée, recherche historique et collection de musées, et voir comment ces collections pouvaient elles aussi être prises comme des sources à part entière de la recherche historique. Et c'est un point sur lequel je serais intéressant d'entendre certaines des interventions ce soir. Évidemment, je remercie très chaleureusement tous les participants à cette soirée. D'abord ceux qui interviennent, et nous avons un plateau, si j'ose dire, tout à fait savoureux ce soir, avec vraiment de très grande qualité. Et je remercie tous ceux qui ont bien voulu se prêter à cet exercice, et puis tous les participants qui sont fidèles à ces rencontres, fidèles soirée après soirée, et que nous sommes heureux de retrouver. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et place maintenant à l'introduction de Juliette Raoult-Duval, puis aux présentations et au débat. Bonne soirée à tous. Merci, cher Charles Personnaz. C'est notre 7e soirée débat déontologie commune, et nous ne pouvons, je crois, que nous réjouir de cette coopération que nos membres apprécient et sont à nouveau nombreux à suivre et à revoir, puisqu'on a cette expérience que nos membres revoient nos séances sur notre chaîne YouTube. Merci
à tous les membres d'ICOM France et aussi ceux des autres pays d'être avec nous ce soir. Et évidemment, je salue tous nos orateurs dont les titres vont s'afficher à l'écran en même temps que je parle parce que je ne peux pas tous les citer. Nous abordons ce soir un thème d'une grande importance. Recherche et musée. Recherche d'abord. La science est entrée au cœur de nos vies tous avec cette pandémie dévastatrice. Nous avons tous pris conscience brutalement que notre survie dépendait de l'efficacité de dispositifs de recherche. La présentation quotidienne de rapports scientifiques nous en a montré le processus. Des experts délivrent leurs connaissances et nous sommes suspendus à leurs lèvres, même si ces connaissances ne vont pas toujours toutes dans le même sens. Le doute, la controverse font partie intégrante. Cela suscite la polémique, pourtant, chercher, c'est douter. L'autre enseignement du quotidien de cette crise, c'est que si la recherche est le fait de professionnels qui visent, comme vous allez le faire ce soir, à établir des vérités, des choses vraies, il y a aussi des artisans de la contre-vérité, des promoteurs des fake news, et il est difficile pour le public de discerner le vrai du faux, le savoir du croire, le scientifique de l'idéologie. C'est vrai aussi, malheureusement, dans le domaine culturel. On a vu, par exemple, cet été fleurir ce mot de cancel culture. On peut le traduire par censure par omission, par effacement. On jette en pâture des idées parce qu'elles sont portées par des personnes qu'on n'estime pas légitimes pour les dire. Recherche et musée, donc vraiment, quel enjeu d'actualité? Documenter les collections, leur origine, leur sens, leur parcours, transmettre les connaissances au public, la recherche est inhérente à l'activité des musées. Il est important pour nous de rappeler cette mission à ce tournant de l'histoire de l'ICOM, où l'on se pose des questions tout à la fois sur ce qui définit le musée de par le monde, universellement, si j'ose dire, sur ce qui explique ou contextualise la place de tel ou tel objet en son sein ou dans tel lieu, sur le récit qui en est fait, surtout naturellement lorsqu'il s'agit d'objets sensibles. Parce qu'il a statutairement ce devoir d'investigation méthodique, le musée se présente comme garant du savoir qu'il transmet, quel que soit le domaine muséal, l'art, les sciences, les techniques, l'histoire naturelle, l'environnement, l'ethnologie ou les musées de société. Les objets du musée sont authentiques. S'ils sont reproduits, c'est dit. Le propos est documenté, il est validé. Pour le public, le musée n'est sans doute pas perçu comme une institution scientifique en soi, mais la rigueur scientifique est au cœur de sa déontologie. Pour autant, mettre en évidence cette place de la recherche pour les musées ne dit pas quelles sont les disciplines qui concourent à son expertise, comment elles coopèrent entre elles, comment s'organise la relation de travail entre institutions de recherche et musées, entre chercheurs et autres professionnels dans les musées, qui fait quoi, à travers quels liens fonctionnels, permanents ou contractuels, quels sont les modes d'organisation fructueux, quels sont les différents modèles d'organisation d'un pays à l'autre. Il nous a semblé, à l'INP et à ICOM France, important d'ouvrir ces questions maintenant pour tous les professionnels de musée. C'est le sens même de nos soirées débats déontologie. Accessible de par le monde, puisque nous y invitons tous nos collègues de l'ICOM en France et à l'international. Moment de réflexion collective qui s'adresse à tous les acteurs des musées et aux jeunes en formation, quelle que soit leur position et leur spécialité. Et nous y invitons vraiment tous nos partenaires à l'international. C'est pour ça que nos débats sont interprétés dans les 3 langues officielles de l'ICOM, l'espagnol, le français et l'anglais. À ce sujet d'ailleurs, n'oubliez pas d'actionner votre icône d'interprétation en bas de votre écran si vous ne parlez pas en français ou si vous voulez entendre un collègue dans une autre langue. Je remercie au passage les interprètes qui nous accompagnent ce soir. Même avec les 10 intervenants exceptionnels que vous voyez encore une fois s'afficher à l'écran, sollicités ce soir, on ne fera pas le tour du sujet recherche et musée. Il nous faut presque déjà annoncer qu'il y aura d'autres débats et d'autres soirées, débats de déontologie sur ce sujet. Pour l'heure, nous avons fait le choix de diviser cette soirée en 2 parties. Dans un premier temps, des dirigeants de grandes institutions de recherche et de formation et aussi du ministère de la Culture témoigneront de leur approche. Puis, notre collègue du Comité international de l'ICOM
UMAC, musée d'université, nous apportera son point de vue de comparaison internationale et parlera peut-être aussi de déontologie, car il participe également au comité d'ICOM sur la déontologie. Puis dans une seconde partie, une table ronde réunira des acteurs de musées, de terrain particulièrement impliqués en ce moment dans la recherche, et c'est Laurent Sistard qui est parmi nous qui animera leurs échanges. Avant de lancer ces deux temps, nous avons invité Étienne Klein, chercheur et philosophe connu du public pour ses réflexions sur les enjeux sociétaux et sociaux de la recherche et sur l'urgence de cultiver un esprit scientifique. Nous avions annoncé qu'Étienne serait en vidéo parce que, Étienne, tu devais être en déplacement, mais touché sévèrement par le Covid, tu as modifié tes projets de voyage et tu es parmi nous. Nous ne t'en sommes que plus reconnaissants. Un mot pour te présenter, tu es chercheur et physicien au CEA, auteur de nombreux ouvrages et articles philosophiques et scientifiques. Tu animes chaque semaine la conversation scientifique sur France Culture, sauf samedi dernier, puisque tu étais à Faune, et ton essai Conversation avec le Sphinx ressort en poche ces jours-ci. Tu n'es pas professionnel de musée, on ne peut pas tout faire, mais tu connais bien le monde des musées pour avoir longtemps présidé le prix décerné par l'Association des musées et des centres de culture scientifique et technique. Les liens entre recherche et musée sont sans doute difficiles à discerner pour le grand public. Et toi, tu as toujours à cœur d'éclairer tes auditeurs sur les liens entre la recherche et leur vie en société. En l'occurrence, de quoi parle-t-on au juste? Nous faisons ce soir l'hypothèse que ce qui est propre au musée, parmi l'ensemble des lieux d'exposition, c'est précisément sa démarche scientifique. La recherche sur les collections, leur histoire, leur provenance. Ce qui fait du musée un acteur singulier du lien social, c'est la confiance que le public peut avoir dans ce qu'il découvre. Ce qui lui est donné à voir est authentique, ce qui lui est dit sur les objets est vrai, au sens où le récit est puisé à des sources variées, confronté, vérifié, validé. Cet esprit scientifique, te semble-t-il, cher Étienne, en effet, essentiel à l'exercice du métier des musées? Et en quoi? Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci Juliette pour cette invitation et cette présentation. En effet, je me remets doucement du Covid et ma voix n'est pas complètement revenue, mais j'espère que vous parvenez quand même à m'entendre. Donc évidemment, je suis d'accord avec le préambule que vient de présenter Juliette, à savoir que les musées sont en quelque sorte des labels de scientificité, c'est-à-dire que ce qui est montré dans un musée ne relève pas de la foire à tout, mais c'est le résultat d'une recherche, d'une démarche, d'un travail qui explicite comment certaines découvertes ont été faites, par qui, en réponse à quel type de problème, avec quel type d'instrument. Et tout musée de sciences m'apparaît comme une sorte de mise en récit dans un volume condensé d'espace. Un musée, ça fait exister ensemble, en un lieu unique, des événements, des personnages qui sont apparus à des moments successifs de l'histoire. Étienne, pardon de t'interrompre, il faut que tu te mettes sur le canal français. Tu n'es pas sur le bon canal. Ah, alors comment est-ce que je me fais? Sur interprétation? Ah oui. Interprétation en bas de l'écran. Voilà, là vous m'entendez en français? Comment est-ce que ça va là? Moi, je n'entends plus Juliette. Allô? Vous m'entendez là? C'est bon, on continue, merci. Voilà. Ce que je disais, c'est que un musée fait exister ensemble dans un même lieu des événements et des personnages qui sont apparus à des moments différents de l'histoire, un peu comme une partition de musique rassemble des notes qui ne sont pas jouées en même temps. Et ça permet de comprendre comment les idées se fécondent et se répondent. Et ce qui m'intéresse dans la muséographie, c'est le fait que à chaque fois qu'on essaie de raconter la naissance des idées scientifiques, on doit choisir où placer le curseur entre deux thèses extrêmes qui sont en un sens opposées l'une à l'autre. Selon la première thèse, qu'on pourrait qualifier de lyrique, il faudrait quasiment faire fi du contexte. La science serait simplement une affaire de génie apparue en différents moments de l'histoire, de sorte que le local, le contexte, le contingent, tout ce qui relève du cadre, des circonstances particulières, devrait passer au second plan, être réduit au rôle d'accessoire mineur. Ainsi, on tenterait de nous faire penser que la science s'est entièrement construite grâce aux illuminations d'une suite de génies hors sol
rayon de soleil miraculeux venu éclairer les humains à la manière d'envoyer du ciel, qui auraient aussi bien pu vivre ailleurs ou dans un autre temps, sans moins féconder le monde pour autant. Ça, c'est la première piste qui est souvent pratiquée dans les livres d'histoire des sciences. Et puis, il y a une seconde école de pensée qui est moins lyrique, qui est plus sociologique, qui, au contraire, met l'accent sur le contexte plutôt que sur le génie de tel ou tel personnage. Et c'est le contexte, d'après cette école de pensée, qui serait la véritable matrice des idées, avec toutes ses composantes historiques, géographiques, culturelles, politiques. Le contexte compterait davantage que les individus qui, en la matière, seraient moins acteurs qu'agis ou infusés. L'environnement, les réseaux, les institutions, les styles de pensée de la communauté scientifique, à une époque donnée, détermineraient en sourdine la manière dont les concepts scientifiques se construisent et finissent par s'imposer en coordonnant autour d'eux des groupes qui les promeuvent. Loin d'être l'œuvre d'un savant visité par une illumination, le processus de découverte résulterait plutôt d'un bricolage collectif, chaotique à l'occasion, produit par des chercheurs associés ou rivaux, les uns forgeant des hypothèses viables mais partielles, les autres avançant des idées fausses mais comportant un détail fécond. Ces deux thèses opposées, lorsqu'on les prend isolément, me semblent également fausses. La vérité réside dans leur bonne articulation. Et à mon avis, c'est ce que les musées des sciences ont de précieux, c'est qu'ils font voir à la fois les personnages, les biographies, mais aussi les contextes, les époques, les instruments, les correspondances entre les différents chercheurs, et permettent de comprendre comment on a su ce qu'on sait, comment les connaissances ont fini par se démarquer des croyances. Et si je peux donner un exemple de... Alors je m'excuse, je pourrais prendre un exemple qui n'est pas français, mais c'est le musée à Berne, qui me semble parfaitement illustrer ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est un musée dans lequel on voit que Einstein, quand il était à Berne, travaillait au bureau des brevets, a été très très largement influencé par le contexte. Il était payé pour examiner des brevets électromagnétiques dans lesquels les ingénieurs allemands et suisses essayaient de synchroniser des horloges à distance. Et Einstein reconnaît lui-même que c'est en regardant ces brevets qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'interprétation de l'époque de l'électromagnétisme. Et il pense, il le dit, il écrit, que c'est grâce à ce travail au bureau des brevets qu'il a pu être mis sur la voie de la théorie de la relativité, beaucoup mieux que s'il avait eu un poste à l'université. Je le cite, « La rédaction des actes de brevet était pour moi une véritable aubaine. Ce travail m'obligeait à exercer mon esprit dans des domaines variés tout en m'offrant largement de quoi stimuler ma réflexion en physique. Avoir une activité professionnelle concrète est finalement une bénédiction pour quelqu'un comme moi. Une carrière académique condamne un jeune chercheur à une certaine production d'articles scientifiques. C'est là une incitation à la superficialité à laquelle seuls les caractères bien trempés peuvent résister. » Fin de citation. Et ce qu'on voit en visitant ce musée de sciences, c'est que le contexte a joué un rôle, mais évidemment, sans le génie d'Einstein, la théorie de la relativité n'aurait pas été mise sur pied, puisque d'autres ingénieurs qu'Einstein travaillaient sur les mêmes brevets, et c'est lui et seulement lui qui a vu comment on pouvait utiliser les problèmes que posait l'interprétation à l'époque de l'électromagnétisme pour fonder une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et donc le musée, pour moi, c'est le lieu où à la fois on voit le génie des personnages et en même temps on voit le rôle important que le contexte a pu jouer dans l'émergence de leurs idées. Merci, cher Étienne, de cette introduction fascinante, comme d'habitude, si je peux dire. Merci à toi d'être parmi nous.